Et si on parlait de sport? Et si on parlait de sport? Une émission produite et réalisée par Laurent Garnier et Pauline Gaston-Conduite avec le concours du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette 86e émission de Et si on parlait de sport. Avec Pauline Gaston-Conduite, nous sommes ravis de partager avec vous votre passion pour le sport et surtout de donner la parole à ceux qui le font vivre. Merci à nos partenaires, le comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne, Profession Sport Animation 31, Samper Connect et LG Consultant qui nous accompagnent pour la réalisation de ces émissions. Pour cette 86e émission, nous avons le plaisir d'accueillir Margot Béziat, championne du monde et championne de France en canoë, spécialiste de la descente. Sébastien Menat, traceur et contrôleur national de circuit, membre du TOAC Orientation à Toulouse. Loïc Capberne, qui est membre de l'équipe de France élite de course d'orientation. Jean-Marc Perrard, qui est lui président du Corps Orientation à Narbonne. Mathieu Sapin, skipper de course au large. Ambry Broncan, ancien entraîneur et manager de nombreux clubs de rugby français. Et enfin, Bernard Pujol, vice-président du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne. Bonjour à toutes et tous, merci de nous rejoindre pour cette émission. En première mi-temps, nous plongerons dans l'univers du canoë-kayak avec Margot Béziat, une athlète hors pair, championne du monde en canoë biplace, dame sprint en 2023 à Augsbourg, médaillée de bronze en canoë monoplace lors d'une manche de Coupe du Monde en Macédoine en 2024 et vice-championne de France en novembre 2024 à Vers-sur-Marne. Margot excelle dans cette discipline exigeante. Spécialiste de la descente, elle va nous faire découvrir un sport spectaculaire qui allie technique, puissance et maîtrise des éléments. Entre sensations fortes et pression, le canoë-kayak offre une expérience unique sur l'eau. Ne manquez pas ce moment avec une championne passionnée. Et en deuxième mi-temps, nous partirons à la découverte de la course d'orientation, un sport captivant qui combine stratégie, réflexion et endurance. Munis d'une carte et d'une boussole, les participants doivent repérer les balises disséminées dans la nature en choisissant eux-mêmes leur itinéraire. Ce sport, alliant effort physique et mental, se pratique sur des terrains variés, des forêts aux zones urbaines et séduit petits et grands. Pour nous en parler, nos invités qui nous partagent leurs secrets de cette discipline, ses enjeux et les initiatives locales. Une invitation à l'aventure à ne pas manquer. Mais avant de donner le coup d'envoi de cette 86e émission, place à l'avant-match. Et si on parlait de sport avant match? Et oui, on se retrouve pour les principaux résultats sportifs de la semaine avec Claire Sévrac, chroniqueuse pour l'occasion dans cette émission Et si on parlait de sport et qui est passionnée de sport et plus particulièrement de gymnastique. Elle va se prêter avec plaisir au jeu des résultats. Bonjour Claire et bienvenue. Bonjour Laurent, merci. Et on débute cette chronique par du tennis avec la Coupe Davis. Et oui Claire, c'était la Coupe Davis et c'était à Orléans cette fois-ci avec notre équipe de France. Et après les succès d'Hugo Humbert et Arthur Fils samedi, l'équipe de France n'avait plus besoin que d'une victoire dimanche pour assurer la qualification face au Brésil en Coupe Davis. Grâce à la victoire du double Benjamin Bonzi et Pierre-Hugues Herbert face à la paire brésilienne Rafael Matos et Marcelo Bello, eh bien c'est un 3-0. Il y a eu 4-6, 6-3, 6-4 dans la dernière manche. Les Bleus verront donc la deuxième tour face à la Croatie qui se déroulera en septembre à l'extérieur. Il y avait aussi le tournoi ATP, ça se passait à Montpellier, tournoi ATP 250. Et c'est le Canadien Félix Auger-Aliassime qui a remporté l'Open d'Occitanie au bout d'un suspense face à son voisin nord-américain Alexander Kovacevic en 3-7, 6-2, 6-7, 7-6. En badminton, Laurent, les championnats de France se sont déroulés à Chambly. Alex Lanier s'est imposé pour la première fois en finale des championnats de France seniors en battant dimanche Arnaud Merclé 21-13, 21-16. On passe au judo. Il y avait ce week-end le Grand Slam à Paris avec les non sélectionnés pour les Jeux de Paris, Romain Valadier-Picard en moins de 60 kg et Martha Fazoise en moins de 57 kg qui ont décroché l'or samedi à Bercy. Tenante du titre à Paris, Chirine Bouklik, moins de 48 kg, a en revanche été battue en finale de sa catégorie. Idem pour Daiki Bouba, moins de 66 kg, qui a buté sur l'Azerbaïdjanais Rulsan Paazaviev en finale. Manon Deketer, 63 kg, s'est également inclinée dans le dernier combat de la journée devant la japonaise Haruka Kaju. À noter également les médailles de bronze pour Denzo Jean en moins de 60 kg, Valide Kiar en moins de 66, Ophélie Velozzi en moins de 57, Maxine Gobert moins de 73 kg et Melika
Hochekorn en moins de 63. Le lendemain, c'était dimanche avec Léa Fontaine, qui est la seule Française titrée en plus de 78 kg cette journée-là. Il y a eu Alexis Mathieu en moins de 90 kg, Marie-Ève Gaillet, moins de 70, Audrey Tchouméo et Fanny Estelle Posse-Vite en moins de 78 kg toutes les deux, qui sont tous médailles de bronze. La France a atteint au total 15 médailles ce week-end, en termine en tête des classements des nations devant le Japon, avec 3 médailles d'or, 3 d'argent et 9 de bronze, Claire. Grand événement ce week-end dans le MMA. Il avait annoncé une surprise, mais quelle surprise! Sur l'UFC Fight Night de Riyad, Nassourdine Imavov a réalisé un exploit mettant KO samedi l'ancien champion des poids moyens Israël Adesanya, un crochet du droit pour remporter le combat sur un arrêt de l'arbitre dans la deuxième reprise. Cette victoire tonitruante place le Français dans une position idéale pour obtenir une chance de titre. À suivre le cyclocross, c'était les mondiaux à Liévin, donc en Pas-de-Calais, en France. En catégorie junior, la Française Lise Révol, sacrée championne du monde junior de cyclocross, elle a réussi un final de feu samedi pour déborder la Tchèque Barbora Buskova et offre à la délégation bleue un premier sac lors de ces mondiaux. En tête à l'entame du dernier tour, le Français Seren Bruyère-Joumard a finalement décroché la médaille d'argent lors des mondiaux juniors, derrière l'Italien Mattia Agostinaccio. Et il y avait aussi la catégorie espoir, où la Britannique Zoé Baxted a remporté un deuxième titre de rang dans la catégorie espoir. La Française Célia Jerry termine, elle, à la 4e place. Et pour finir, bien sûr, on l'attendait tous, le Néerlandais Mathieu Van Der Poel remporte le 7e titre de champion du monde et égale le record d'Erive de Vlaminck. Aviron, c'était le championnat de France au stade Charletti à Paris. Benoît Brunet et Margot Bayeul sont devenus champions de France d'aviron en salle. Une compétition sur ergomètre, donc des machines à ramer, communément appelées des rameurs. Il y avait donc à suivre du biathlon en femmes avec le championnat d'Europe qui avait lieu à Martel-Val-Martello en Italie. En sprint, Amandine Mégin décroche la première médaille pour l'équipe de France. La Vosgienne s'est classée 2e du sprint vendredi à 49 secondes de la Suédoise Anna-Karin Enstenberg. Il y avait aussi du relais. Les Françaises Guilone Guyonna, Sophie Chauveau, Amandine Mégin et Camille Bened ont décroché la médaille d'argent derrière l'Allemagne dimanche. Biathlon homme en championnat d'Europe à Martel-Val-Martello en Italie. Au relais homme, la France a terminé 3e du relais, remporté par la Norvège devant l'Allemagne. On passe au ski de fond. Coupe du monde à Cogne en Italie. Sprint par équipe, Richard Jouve et Jules Chapaz ont terminé 2e sur la 2e marche de l'étape de Coupe du monde dans le sprint par équipe remporté sur le fil vendredi par les Norvégiens Erik Valnes et Even Northug. En sprint classique, Richard Jouve a terminé 4e de l'étape de la Coupe du monde. Lucas Chavana a lui pris la 5e place. La Norvège a trusté le podium avec la victoire d'Erik Valnes devant Ansgar Svensson et Even Northug. Il y avait aussi le lendemain 10 km skating pour la dernière course du week-end. Le Norvégien Harald Østberg Amundsen s'est imposé devant 2 de ses coéquipiers, tir groupé des Français dans le top 15. Ski alpinisme, Coupe du monde à Moitol en Espagne. Le 3e sprint de la saison, samedi, a tourné à la démonstration concernant Émilie Harop. La Française a surclassé toutes ses rivales et s'est adjugée une 3e victoire en 3 sprints cet hiver. La skieuse de Courchevel a franchi la ligne d'arrivée avec 13 secondes d'avance sur une tricolore, Léna Bonnel. On passe au ski de boss, Coupe du monde à Val-Saint-Côme au Canada. Pour la première fois cette saison, Perrine Lafont n'est pas montée sur le podium d'une Coupe du monde. La Française s'est classée 4e de l'épreuve du simple. En ski slopestyle, Coupe du monde au X-Games d'Aspen aux États-Unis, la Française Tess Ledeux a décroché samedi sa 17e victoire en Coupe du monde en s'imposant dans l'épreuve de slopestyle. En snowboard, Coupe du monde à Beidou en Chine, le tricolore Léa Casta a confirmé son excellent début de saison en signant une 3e place samedi à l'occasion de la 2e étape du Coupe du monde de la saison. Chez les hommes, Merlin Surget a accroché la 3e marche. La victoire est revenue au Canadien Elliott Grondin, vainqueur devant l'Autrichien Alessandro Amerlet. En ski cross, la Coupe du monde à Versonaz, en Suisse, le Français Yuri Duplessis-Kergomar a remporté la 2e course du week-end dimanche. Il signe son 2e succès de l'hiver en Coupe du monde. Ski alpin maintenant avec la Coupe du monde à Schladming. En Autriche, le slalom, le Norvégien Timon Hongan a remporté le slalom devant les Autrichiens Manuel Feller et Fabio Gelstrein. Le Français Clément Noël, vainqueur à Kitzbühel dimanche, est sorti en début de seconde manche après une faute d'intérieur.
Passons au ski alpin femmes sur la Coupe du Monde à Courchevel. En slalom, la Croate Zrinka Lustig s'est imposée sous le ciel étoilé de Courchevel. En tête, après la première manche, la pépite de 21 ans a déroulé dans la seconde, décrochant la 3e victoire de sa saison. Côté française, Marion Chevrier a confirmé sa grande forme du jour. En briguant la 14e place, sa compatriote Marine Lamure a échoué à la 18e position. On passe au patinage artistique avec les championnats d'Europe qui se déroulaient à Tallinn en Estonie. L'Estonienne Nina Petrokina a été sacrée championne d'Europe de patinage artistique devant son public vendredi. Les Françaises Laurine Schild et Léa Serna ont pris la 10e et 11e place. En danse sur glace, les Français Geoffroy Brissot et Evguina Lopareva, médaillés d'argent en danse sur glace. C'est la première médaille européenne d'un couple français depuis Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron en 2020. Le Français Adam Sio Imfa, en bronze, ne conserve pas son titre de champion d'Europe de retour de blessure. Il a commis trop d'erreurs dans le libre samedi. Pour le hockey sur glace, sur la 13e journée de la 2e division, Toulouse-Blagnac s'est imposé 5-3 face à Montpellier. On passe au basket homme, Euroleague 23e journée. Paris s'impose 91-82 jeudi face à l'Asvel et se classe 4e de l'Euroleague. Monaco a enchaîné avec un 4e succès vendredi contre le Real de Madrid, 77-73. Il y avait aussi de l'Eurocoupe 17e journée. Bourg-en-Bresse a subi une lourde défaite à domicile face aux Israéliens de l'Hapoel Jérusalem, 94-67. En basket femme sur l'Euroleague, le 2e tour de la 6e journée, Basketland s'est incliné devant le club turc de Kurkurova, Mesrin, 67-74. Bourges n'a pas pu faire mieux à domicile devant les Italiens de Shrinko, 72-84. Sur la boulangère Wonderling, 15e journée, l'Athès Montpellier vainqueur à Angers, 76-66, rejoint Charleville à la 2e place du classement. On passe au handball. Maintenant, il y avait les championnats du monde cette année avec notre équipe de France, vice-championne du monde 2023, qui malheureusement n'ajoutera pas un 7e titre mondial à son palmarès. Elle arrache tout de même une très belle 3e place avec la médaille de bronze contre le Portugal, 35-34. C'est le Danemark qui lui est sacré champion du monde pour la 4e fois d'affilée avec sa victoire sur la Croatie, 32-26. En volley féminin sur la Ligue A féminine Saforel Power 6, sur la 19e journée, Béziers a battu Le Canet 3-7-2. On passe au volley masculin cette fois-ci avec le Marmara Spike League, 19e journée, battu par les Spacers à Toulouse 3-1. Montpellier a laissé passer l'occasion de prendre la tête de la Marmara Spike League. Vendredi, victoire de Narbonne 3-1 face à Paris. Le Plessis-Robinson, lanterne rouge, a disposé lui par contre très nettement de 7-3-1. En football féminin sur l'Arkema Première Ligue, c'est Montpellier qui s'est incliné face à Lyon 1-4. Passe à la fameuse Ligue des Champions. Brest s'est incliné à domicile face au Real de Madrid 0-3. Lille a surclassé Feyenoord Rotterdam 6-1. Monaco à l'extérieur a subi la loi de l'Inter Milan 3-0. Paris Saint-Germain s'est imposé 4-1 face aux Allemands de Stuttgart. À la suite du tirage au sort play-off, Brest et le Paris Saint-Germain s'affrontent pour une place en 8e de finale, alors que l'AS Monaco se présentera face au Benfica Lisbonne. En Ligue Europa, l'Olympique Lyonnais accroché par Lugo Goretz, match nul 1-1, mais qualifié directement pour les 8e de finale. Nice a fait match nul 1-1 face à Bodo Glimt. Les Niçois, eux, achèvent la phase finale de la Ligue Europa à la 35e et avant-dernière place. Il y avait aussi de la Ligue 1, 20e journée. Le RC Lens s'est facilement imposé vendredi 2-0 face à Montpellier. Nice craque sur une boulette de son gardien et concède le nul face à Toulouse. Et enfin, la Ligue 2, 21e journée. Nouvelle défaite pour Rodez qui s'incline à Grenoble 1-2. Place au rugby à 7, c'était la finale de l'Inextenso Super Sevens à la Défense Arena à Nanterre. La 5e édition a été remportée par les Barbarians, français tenant du titre et vainqueurs in extremis de Pau en finale 21-19. Pau-Bègles ont battu le Racing en petite finale 35-24 pour décrocher la 3e place sur le podium. Et on passe au rugby à 15 avec le tournoi Destination, une très belle entrée en lice de l'équipe de France qui débute ce tournoi avec un festival offensif contre le Pays de Galles, 43-0 avec 7 essais à la clé. L'Écosse, elle, s'impose face à l'Italie 31-19 avec un bonus offensif aussi à la clé. Et l'Irlande s'impose et décroche au finish un bonus offensif face à l'Angleterre dans ce tournoi Destination 27-22, 4 essais à 3. Merci Laurent pour ces résultats. Nous enchaînons avec un point sur le Vendée Globe en compagnie de Mathieu Sapin, skipper de course au large qui nous livre ses analyses sur la course après l'arrivée de Charlie Dalin. Et si on parlait de sport, la chronique.
Et oui, on est toujours sur l'eau avec Mathieu Sapin et dans cette nouvelle chronique du Vendée Globe, on va continuer le décryptage de cette course, les arrivées qui se sont enchaînées depuis l'arrivée de Charlie Dalin. Bonjour Mathieu. Bonjour à tous. Alors Mathieu, qu'est-ce qui s'est passé depuis cette arrivée ? On a vu quand les derniers arrivés la semaine dernière, on avait fait le détour et là on attendait le 12e avec Boris Herman. Alors, jeudi dernier, c'était une arrivée d'étrangers, ou en tout cas d'internationaux, avec Boris Herman, l'Allemand, suivi de Samantha Davis, l'Anglaise, à bord de Mécénat Chirurgie Cardiaque, qui ont pu passer la ligne et rentrer directement dans le port. Vendredi, c'était Benjamin Dutreux qui était allé s'abriter après l'arrivée à La Rochelle à cause de la tempête, qui a eu l'honneur du chenal, de la remontée du chenal. Et samedi, c'était Clarisse Kremer à bord de l'Occitane qui faisait la même chose, qui passait de La Rochelle à la véritable entrée dans le port. Dimanche, c'était une double arrivée avec Romain Attanasio, suivi, parce que vraiment les deux bateaux étaient bord à bord, par Yannick Bestaven. Donc Yannick, c'était le vainqueur en titre, le vainqueur sortant du Vendée 2020. Alors Yannick, il a une particularité, ce Yannick, justement. Eh ben, il est arrivé hors course parce qu'il a été obligé de s'arrêter à Ushuaïa pour réparer son bateau. Il avait un problème de barre, c'est-à-dire comme dans une voiture, si le volant dirige plus les roues avant. Lui, il avait un peu la même chose sur son bateau, c'était problématique, donc il a été contraint de s'arrêter, de faire intervenir son équipe, et donc il s'est retrouvé hors course, mais il a tenu à terminer pour la beauté du sport le Vendée Globe, donc il a véritablement eu droit à un superbe accueil. Ça, c'était hier après-midi avec un magnifique soleil, et puis aujourd'hui, lundi, c'est une collection d'arrivées. Parce qu'on a eu droit à Damien Seguin, le skipper de la piscine, là, qui manque une main et qui se déguise souvent en capitaine Crochet sur les entrées et sorties de ses grosses courses, suivi par le Suisse Alan Roura, et arrivera dans la foulée Benjamin Ferret, qui est le premier bateau à dérive. Donc tous les bateaux précédents avaient des foils et pouvaient se substanter sur l'eau. Arrivera en fin de journée Tanguy Le Turquet, donc le deuxième bateau à dérive, et qui a la particularité d'être le mari de Clarisse Kremer, donc qui était en plus jeune parent et qui avait laissé leur fille pendant 3 mois. Donc ça, c'est une des histoires qu'on connaît dans le monde de la course au large. Alors écoute, on continuera toutes ces arrivées dans la prochaine chronique, on se retrouvera la semaine prochaine. Là, j'avais une question quand même à te poser sur les records sportifs et le faible nombre d'abandons finalement cette année, qui reflète probablement une évolution des standards techniques et humains dans cette course. C'est à l'instar de tout un tas de sports, c'est que de plus en plus ça se professionnalise dans le sens où ça prend aussi le temps de regarder ce qui s'est passé au préalable. Et typiquement, cette année, c'était la 10e édition du Vendée Globe et toutes ces grosses écuries ont bossé par rapport à tout ce qui s'était passé sur les 9 éditions précédentes pour essayer d'anticiper un maximum de choses. Donc quand tu as de retours d'expérience, tu arrives à te préparer en conséquence. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est que pour cette édition du Vendée Globe, c'était limité à 40 coureurs au départ, mais il y a 3 ans, il y avait 44 skippers qui étaient préengagés. Donc il y a eu ce qu'on appelle une course au 1000. Donc les 40 bateaux qui avaient le plus navigué ont eu le droit de prendre le départ, et donc il y en a 4 qui sont restés sur le paquet. Donc tous ces skippers, ou tous ces 40 premiers skippers ayant beaucoup navigué, ont eu le temps de tester leur bateau, de connaître leur bateau et effectivement de pouvoir ajuster au mieux leur stratégie de course par la suite. C'est ce qui fait que pour l'instant, il y a un nombre d'abandons ou un taux d'abandon qui est extrêmement faible, et ça, c'est génial. Et alors, ça a été quand même plus rapide que les autres années, quand on voit les résultats. Est-ce que tu crois que cette course à l'armement va se continuer ? Est-ce qu'on aura encore plus vite ? Est-ce que ce record-là peut être battu encore ? Alors, écoute, je pense que dans 4 ans, les bateaux iront pas forcément plus vite. Ce qui est certain, c'est que si les conditions météo le permettent, si les bonnes conditions s'alignent les unes après les autres, ce sera probable que le record soit battu. Ce qui est certain, c'est qu'il y aura vraisemblablement encore moins de casse que ce qu'il y a eu là, parce que tous les éléments qu'on cassé, je pense aux hooks des voiles d'avant, qui sont des pièces mécaniques, on se rend compte qu'elles ont une durée de vie quand on leur tire dessus en permanence qui est inférieure à 80 jours. Et à mon avis, les fabricants vont véritablement évoluer là-dessus, donc les bateaux seront encore plus fiables. Par contre, je pense pas que de manière intrinsèque, les bateaux aillent véritablement plus vite tant qu'ils ne volent pas en continu. Et pour l'instant, la jauge de la classe IMOCA interdit aux bateaux de voler
continuellement, c'est-à-dire qu'ils ont des foils qui ressemblent à des ailes, qui permettent à l'avant du bateau de se lever, mais il n'y a pas l'équivalent, comme sur un avion, de l'empennage, c'est-à-dire des petites ailes à l'arrière de l'avion qui font l'équilibre. Donc sur les Safran, il n'y a pas d'élévateur, donc le bateau peut pas véritablement voler comme les bateaux de la Coupe de l'Amérique. Merci beaucoup Mathieu pour toutes ces explications. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour une nouvelle chronique Vendée Globe. Et maintenant, place à la première mi-temps de cette émission Et si on parlait sport avec une nouvelle invitée, Margot Béziat. À bientôt Mathieu. Merci, à bientôt. Et si on parlait de sport, première mi-temps. Retour dans l'émission Et si on parlait de sport, nous sommes ravis d'accueillir Margot Béziat, championne du monde en canoë biplace dame sprint en 2023 et vice-championne du monde de France en novembre dernier à Vers-sur-Marne. Bonjour. Bonjour. Alors Margot, pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous parler de votre parcours dans le canoë-kayak? Alors oui, mais donc moi c'est Margot Béziat, j'ai 24 ans, je fais du kayak depuis plus de 10 ans au club de Venerque et puis j'ai trouvé un petit goût pour la compétition, alors j'ai continué et voilà, ça me plaît toujours autant. Et alors vous êtes championne du monde en canoë biplace dame sprint en 2023, que représente ce titre pour vous? Alors oui, on est championne du monde, on était 2 dans le bateau. C'est beaucoup de consécration. On était très contente de pouvoir réitérer parce que on avait eu le titre en 2019. Les choses ont fait qu'on n'avait pas renavigué ensemble depuis. Et puis en 2023, on gagne le titre sur un gros bassin en Allemagne qui était super chouette à naviguer. Donc beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur. Et vous avez également décroché une médaille de bronze en canoë monoplace lors d'une manche de Coupe du Monde en Macédoine en 2024. Que retenez-vous de cette performance? Là, c'était vraiment beaucoup de satisfaction et puis de fierté parce que c'était ma première médaille individuelle, donc toute seule à l'international. Donc ça, c'était vraiment une très belle médaille pour tout ce parcours. Et par la suite, en novembre 2024, vous êtes devenue vice-championne de France à Vers-sur-Marne. Comment s'est déroulée cette compétition? Et là, c'était une compétition vraiment super intéressante parce que c'était sur le bassin des Jeux Olympiques de Paris 2024 avec de la grosse eau vive. C'était un bassin très exigeant. Il fallait être fort sur la manche de finale, voilà. Et ça a bien fonctionné pour moi. Je m'attendais honnêtement pas trop à ce résultat et j'étais plutôt contente d'avoir réussi à aligner cette belle manche. Et on voit avec ces dernières questions que vous avez remporté de nombreuses compétitions. Quel a été le moment le plus marquant de votre carrière jusqu'à présent? Je dirais que le moment le plus marquant, c'était la médaille avec Elsa en 2019. C'était la première vraie médaille internationale, le premier titre chez les grands, chez les seniors, et voilà, et toute l'innocence de la jeune fille de 19 ans que j'étais. Donc ouais, c'était ça, je crois, le moment le plus marquant, c'est arrivé avec Elsa. Qu'est-ce qui fait qu'une jeune fille se met dans un canoë pour faire cette discipline? Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce sport en fait? Il y a plein d'autres sports, alors pourquoi le canoë? C'est une bonne question, ouais. C'est vrai que c'est pas un sport commun. En fait, tout simplement, un été, j'étais dans mon village, il y avait la fête du village et les associations qui étaient ouvertes. Il faisait super chaud, c'était un 30 août. Et avec une copine, on a dit qu'on allait aller faire du kayak pour se rafraîchir. Et je suis jamais partie. Voilà comment tout a commencé. Mais pourtant, vous êtes dans un bateau, vous n'êtes pas dans l'eau en fait pour vous rafraîchir, à moins que vous ayez retourné plusieurs fois le canoë en fait. Ouais, c'était un peu ça. C'était l'été, donc on s'amuse, on s'arrose. Ça, c'était une bonne ambiance familiale. Et c'est ça qui m'avait plu. Et puis après, au fur et à mesure, il fallait passer le premier hiver. C'est ça le plus difficile. On dit que quand on passe le premier hiver, après, on continue toute sa vie. Et puis du coup, pour moi, ça, c'est ce qui s'est passé, quoi. Et alors justement, vous avez commencé il y a de nombreuses années. Maintenant, vous êtes spécialiste de la descente. Qu'est-ce qui vous attire le plus dans cette discipline exigeante? Moi, ce qui me plaît le plus dans la descente, c'est de jouer avec l'eau vive, d'être dans la nature. C'est toujours des rivières, ou quasiment toujours des rivières naturelles. Donc être dans un milieu naturel comme ça, dans les grosses vagues, c'est ça qui me plaît dans cette discipline-là. Et quels sont les plus grands défis techniques et physiques que vous avez rencontrés jusqu'à présent dans le canoë-kayak? Du coup, c'est comme c'est de l'eau vive, c'est un milieu naturel, comme on disait, instable, parfois imprévisible. Donc je dirais que techniquement c'est ça, apprendre à jouer avec l'eau, apprendre à lire la rivière finalement. Et physique, on reste un sport porté, donc il faut être physiquement quand même au top pour déjà parce que on se tracte, donc tout ce qu'on est, on le tire sur les courses. Et puis physiquement
effectivement, c'est un sport qui est exigeant, surtout sur le haut du corps, quoi. Il faut pouvoir tirer sur la pagaie. Parce que justement, que ce soit les compétitions ou les entraînements, vous le faites en rivière. Comment ça se passe en plein hiver? Oui, on fait tout en rivière, oui, sur l'eau, même en hiver. Alors, on adapte un petit peu, on fait de la musculation, donc souvent l'hiver, on fait un peu plus de musculation. En tout cas, c'est une part de l'entraînement qui vient dominer sur l'hiver, mais par contre, il n'y a pas de moment où on monte pas sur l'eau. Et puis, on complète un peu tout ça avec de la préparation physique générale. On appelle ça, c'est tout ce qui va être course à pied, vélo, du ski de fond en hiver, pour pouvoir continuer à travailler le cardio, même quand le temps est pas toujours plaisant pour aller naviguer. Justement, comment s'organise votre entraînement, notamment avec votre club Venerco-Vive? Eh bien, là, on est sur des entraînements 2 fois par jour, quasiment tous les jours, 1 à 2 fois par jour. Et puis donc, ça va dépendre de la période de l'année, en fonction de si on est plutôt en muscu ou plutôt sur le bateau, même si on laisse de tout toute l'année. Et après, au club à Venère, ce qui est chouette, c'est que il y a de l'eau vive. Donc ça, c'est bien parce que moi, je m'entraîne au Pôle France de Toulouse, du coup, et c'est surtout la Garonne, donc surtout du plat. Donc ça fait du bien parfois de revenir un peu au club et de pouvoir jouer avec les vagues. Et quels sont vos objectifs pour la saison à venir, que ce soit en compétition nationale ou internationale? Alors, la saison à venir, la première étape, ça va être les sélections équipes de France qui ont lieu chaque année. Chaque année, on remet une pièce dans le jeu de est-ce qu'on va être sélectionné ou pas et est-ce qu'on va avoir le droit et l'accès aux compétitions internationales. Donc ça va être ça, faire partie des meilleurs pour être en équipe de France et accéder après au circuit international. Et puis en championnat de France, si on peut conserver la place sur le podium, ça serait chouette, ouais. Et comment se passent justement les qualifications pour faire partie ou pas de cette équipe de France? Alors c'est une compétition dans l'année qu'on appelle entre nous les piges. Donc c'est début mai, ça va se passer à Pau cette année, sur le bassin d'eau vide. Et donc c'est des courses sur 4 jours en fait il y a 4 courses et c'est prime à la gagne. Donc il y a 3 sélectionnés et ils laissent une 4e course au cas où ils veulent sélectionner une 4e personne en catégorie ou alors qu'il y ait des égalités. Donc voilà, 4 courses de sélection en mai. Et alors, votre discipline, elle n'est pas compétitive pour les Jeux Olympiques, d'après ce que j'ai compris? C'est exactement ça, oui. Dans le canoë-kayak, il y a 2 disciplines qui sont olympiques, la course en ligne sur le plat et le slalom entre les ports. Et moi, je fais la 3e, du coup la descente de rivière. On est sur un milieu plus naturel, on va dire. C'est pas des bassins artificiels. Et puis, nous, c'est d'aller d'un point A à un point B le plus vite possible sur une rivière. Il faut vous mettre dans le canoë cross, là aussi, qu'ils ont lancé, non? Ça vous intéresse pas? Oui, c'est clair, ça donne envie, hein, depuis la rampe. Je pense que ça me plairait bien. Et alors, moi, j'ai une question un peu plus personnelle, mais comment vous faites pour vivre? Parce que je suis pas sûr que ce soit professionnel, ce sport. Alors non, c'est pas du tout professionnel. Pour vivre, eh bien, pendant mes études, je cumulais un peu les petits boulots à droite à gauche, les entraînements et les études. C'était timing serré, il fallait être bien organisé. Et là, je poursuis avec un diplôme d'État en kayak, du coup. Et donc, c'est un diplôme professionnalisant où je fais mon alternance au club et ça me permet d'avoir un petit salaire d'alternante et de pouvoir surtout être sur place. Donc, pour s'entraîner, c'est aussi plus facile. Alors, un petit appel aux partenaires qui écoutent l'émission. Voilà, vous ne seriez pas contre d'avoir un petit partenaire qui vous suive? Exactement, oui. Mais j'en ai déjà 2 ou 3 qui poursuivent le projet avec moi et qui m'aident à vivre. Oui, c'est sûr, parce que sans eux, je pense que je ne serais pas là. Donc oui, s'il y a des entreprises qui sont intéressées pour me suivre dans mon projet, avec grand plaisir, je répondrai présente. Alors comme Laurent le disait, votre discipline ne fait pas partie des Jeux Olympiques. Est-ce que vous pensez qu'un jour elle en fera partie? C'était et c'est toujours la grande question. Je pense pas. Il y en a qui aimeraient, il y en a qui aimeraient pas. En fait, le fait qu'elle soit pas olympique, ça donne une perspective très familiale à notre discipline, très nature aussi. Et on sait que si on voulait rentrer dans l'olympisme, on rentrerait dans quelque chose peut-être de plus artificiel sur des bassins. Et puis peut-être que cette gloire olympique rendrait la discipline moins familiale. Mais on gagnerait aussi en visibilité. Alors c'est la grande question. On verra au fur et à mesure. Je ne sais pas. Et pour les saisons à venir, est-ce que vous avez en ligne de mire des compétitions spécifiques auxquelles vous aimeriez participer ou
ou des podiums sur lesquels vous aimeriez monter? C'est sûr que le podium en championnat du monde en individuel, il fait les yeux doux, donc ça serait ça, je dirais, l'objectif. Et puis la première place au fur et à mesure des années, ça serait super. Pour conclure cet échange, Margot, quels conseils donneriez-vous à de jeunes sportifs qui souhaitent se lancer dans le canoë-kayak ou se spécialiser dans la descente? Franchement, le premier conseil que je donnerais, je crois que c'est de se faire plaisir sur l'eau, de prendre du temps pour naviguer et puis de respecter le milieu, que ce soit en termes d'environnement, mais aussi sur la navigation, regarder les mouvements d'eau parce que la nature est toujours plus forte que nous, donc il faut s'en servir. Je crois que c'est ça le secret, apprendre à jouer avec l'eau et surtout pas se battre contre elle. En tout cas, on sent la passion, Margot, ça fait plaisir d'entendre ça, d'entendre ce souhait. Il y en a beaucoup qui courraient après les Jeux Olympiques et on sent que chez vous, il y a l'attrait de la nature, l'attrait de l'eau et de se dire que d'aller au gré de l'eau, au gré de ces rivières, c'est assez sympa d'entendre. En tout cas, merci d'avoir répondu à cette interview dans Et si on parlait de sport. Merci beaucoup à vous, c'est très gentil. Bonne continuation pour tous vos projets. Vous êtes la bienvenue dans l'émission quand vous voulez. Merci beaucoup, bonne fin de journée. À très bientôt. C'est la mi-temps, retour au vestiaire et on se retrouve dans quelques instants avec nos invités Sébastien Ménat, Loïc Caberne et Jean-Marc Perrard. Passionné de sport, vous souhaitez participer à son développement sur le territoire de la Haute-Garonne? Alors ne cherchez plus. Le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne est là pour vous. Notre passion commune, l'excellence sportive et l'olympisme. Le CDOS 31 accompagne les comités départementaux et les clubs dans leur développement. Par des formations adaptées aux bénévoles et salariés pour développer leurs compétences, par l'organisation de multiples manifestations sportives dans lesquelles vous pouvez être intégré, à travers la mise à disposition de volontaires en service civique. Alors contactez le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne dès maintenant par mail contact@cdos31.org ou au 05 62 24 19 02. Ensemble, faisons briller la Haute-Garonne à travers le sport. Et si on parlait de sport? Deuxième mi-temps. Et oui, retour dans l'émission. Et si on parlait de sport, nous avons le plaisir d'accueillir Sébastien Ménat, qui est traceur et contrôleur national de circuit, membre du TOEC Orientation. Loïc Caberne, qui est avec nous à l'antenne, membre de l'équipe de France Élite Course d'orientation. Jean-Marc Perrard, qui lui est président du corps d'orientation à Narbonne. Et bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, avant de commencer, je vais vous demander à chacun une petite présentation personnelle pour que nos auditeurs vous connaissent un peu plus. Sébastien, j'ai dit contrôleur. Explique-nous un petit peu qui tu es et pourquoi cette passion de la course d'orientation. Alors, Sébastien, j'ai une cinquantaine d'années, 25 ans, la moitié de ma vie à faire de la CO. Donc, j'en fais depuis l'année 2000. J'ai pris autant de plaisir à être organisateur que coureur. Et très vite, j'ai passé des diplômes fédéraux. Et aujourd'hui, je suis traceur et contrôleur et même cartographe. Ça consiste en gros à créer l'événement pour les gens qui viennent courir. Ça consiste à monter tous les circuits, les imaginer moyennant un cahier des charges assez costaud. Et puis contrôleur, c'est la personne trace. Et là, il y a une personne qui est mandatée pour vérifier que tout est bon et conforme. Donc tu refais tous les parcours en courant, quoi. Entre autres, voilà, on vérifie les vitesses, tout ça. Enfin, c'est assez. Quelquefois en rampant. Alors justement, on passe la parole à Jean-Marc Perrard. Donc Jean-Marc, une petite présentation. Oui, moi je suis Jean-Marc, je suis président du COUR, c'est-à-dire le club de course d'orientation de Narbonne. Alors COUR, ça veut dire, pardon, parce que COUR, ça me parle pas, moi. Club de course d'orientation Occitanie, Raid Évasion. Voilà, là on comprend mieux, on évite de courir comme ça. Merci beaucoup. Alors un petit mot, Loïc, pour te présenter. Alors moi c'est Loïc Caberne, donc j'ai 31 ans et je suis en équipe de France de course d'orientation. Donc depuis assez longtemps, je gravite dans les équipes depuis les années cadets, donc 2009 à peu près. Donc voilà. On va revenir vers toi dans quelques instants pour nous parler un peu de la partie sportive. Mais avant ça, on va demander à une petite question que je vous pose aussi à tous les trois. Qu'est-ce qui rend cette discipline si unique? La parole à l'un ou l'autre. Qu'est-ce qui veut répondre à cette question? Bon, je peux te dire un petit mot. Pour moi, la course d'orientation, ce qui la rend unique, c'est le côté intergénérationnel. Ça, pour moi, c'est très important. Je me rappelle, je raconte vite une anecdote. Quand j'amenais mon gamin au foot, au bord du terrain, lui, il s'amusait, mais moi, je faisais pas grand-chose.
Là, tout le monde y va, quel que soit l'âge de 7 à 80 ans, tout le monde peut courir en même temps, selon des circuits différents, bien sûr. Et donc, c'est ce qui me plaît le plus dans la course d'orientation. Alors moi, je vais prendre ma casquette de préparateur mental. Je pense que c'est la discipline la plus exigeante que j'ai jamais vue. C'est-à-dire qu'on est à fond en termes d'investissement physique. Ça, il y a énormément de sports pour lesquels c'est le cas. Mais en même temps, on a aussi un énorme investissement d'un point de vue psychique, cognitif, mental. Et c'est les deux conjoints qui fait vraiment la spécificité de cette discipline. Un petit mot, Loïc, sur cette question ? Ouais, moi je peux parler de la découverte de villes et de forêts, de terrains à travers la France et à travers le monde pour moi. Ouais, c'est bien, c'est important de savoir que la forêt, c'est important aussi. Il y a forêt, mais on parlera tout à l'heure. Il n'y a pas que la forêt, j'ai découvert que vous couriez aussi en ville tous. Donc on va en parler tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous présenter justement, avant d'aller plus loin, les différentes spécialités ou différentes formes de course d'orientation ? Parce qu'il n'y a pas que de la course à pied, d'après ce que j'ai compris. Oui, on peut faire de la course d'orientation à pied, en courant, on peut la faire en VTT, c'est les deux épreuves les plus connues. On peut la faire en ski. En raquette aussi, je pense. Ouais. J'ai vu en canoë-kayak aussi. On est dans les raids, il y a des trucs rigolos. Alors, en course à pied, c'est la plus connue. Comment ça se passe un petit peu cette course d'orientation ? Parce qu'on parle de course d'orientation, il faut peut-être orienter nos auditeurs en expliquant un peu comment ça marche. On va prendre la partie officielle, fédérale, et après il y a des tas de variations très ludiques. Alors, la plus non, mais globalement, la course d'orientation, c'est quoi ? Voilà, si l'auditeur qui nous écoute, il va se demander de quoi il parle. Je prends une carte sur un terrain que je ne connais pas, j'ai une boussole, et 3, 2, 1, c'est parti, et je dois rejoindre des points obligatoires sur la carte, et théoriquement le plus vite possible, puisque c'est une course, et donc celui qui l'a fait le plus rapidement possible a gagné. Et après, il y a aussi la partie très ludique de déjà découvrir. Je suis dans un endroit que je ne connais pas, je dois découvrir les différents points et le challenge d'aller au bout déjà. Après, pour rebondir sur ce qui a été dit, oui, c'est un peu une chasse au trésor. On part d'un départ, on va à l'arrivée, on doit trouver nos petits trésors qui se trouvaient des balises au milieu. Et comme a dit Loïc très bien, effectivement, on peut le faire dans différents lieux. Des forêts, on peut le faire en ville, on peut le faire moi, quand je pars en vacances, par exemple, je me débrouille toujours pour faire une petite CO. Là où je me déplace. Donc c'est assez intéressant de ce côté-là. C'est la piste aux Indiens, en fait, c'est le principe. On part avec sa petite boussole et on essaye de retrouver le chemin. Le chemin. Alors, une question, parce que tu as dit tout à l'heure que tu étais, Sébastien, traceur et contrôleur national. C'est quoi ce rôle ? Tu en as parlé un petit peu, mais tu peux rentrer un peu plus dans le détail ? Ouais, alors rapidement, le traceur, en gros, c'est un rôle clé. C'est-à-dire qu'on lui donne les contraintes, l'organisation lui dit, voilà, moi j'ai tel jour... tant de personnes, on va avoir telle population et on a un cahier des charges qui nous est donné par la fédération sur respecter par exemple les niveaux possibles, les âges, parce qu'on n'oriente pas du tout de la même manière quand on a moins de 10 ans ou quand on a 85 ans, puisque c'est ce qu'on est en train de faire là, pour notre prochain événement. Donc 85 ans, on imagine qu'on s'est bien orienté, mais il faut faire attention à l'aspect physique, alors qu'à 10 ans, on peut courir comme on veut, mais au contraire... Tu traces, tu vas mettre les balises en place. C'est ça le principe. Il faut on va mettre les balises en place, mais pas n'importe comment. Il y a tout un tas de règles à respecter. Alors ça, c'est le traceur, et il est tout le temps accompagné dans l'organisation sportive d'un contrôleur qui, lui, s'assure que le traceur ne fait pas que de l'artistique. Il y a quand même un certain nombre qui respectent toutes les contraintes. Le traceur lui-même, a quand même... c'est très créatif. Le contrôleur, c'est l'auditeur, on va dire. Il faut préciser aux gens que quand on a une carte, c'est une carte papier, on va tracer une jolie courbe dessus, sauf qu'on ne vous dit pas qu'il y a ce qu'on appelle des petites tresses qui sont des courbes de niveau, c'est-à-dire que des fois, on va se retrouver face à des montées et des grandes descentes. Donc, c'est tout l'intérêt, et on va arriver à cette question, c'est l'importance, finalement, de la cartographie dans cette course d'orientation, parce que c'est fondamental, finalement. On part, si on regarde le trait, c'est tout droit, mais tout droit, c'est pas forcément ce qu'il faut faire. Ah, complètement. La cartographie, pas de carte, on ne peut pas se déplacer. C'est ce qui va permettre de faire le lien entre ce qu'on voit et un moyen de progression. Et sur cette carte, l'idée, c'est qu'on arrive à trouver des cheminements. Alors voilà, il y a des obstacles. On va prendre par exemple en termes de traceur, on va poser un problème. Comment je vais d'un point A à un point B ? Et c'est rarement la ligne droite qui est le plus intéressant. Donc on va se casser un peu la tête pour construire le cheminement qu'on pense être le plus efficace pour soi, qui ne sera pas forcément le même pour un Loïc qui a des capacités d'orientation qui ne sont pas celles du débutant lambda, qui devra trouver des moyens de cheminement plus sûrs, par exemple.
Non, je pense que Loïc doit aller beaucoup plus droit que nous sur les parcours. Loïc, tu as un commentaire sur ce que viennent de nous dire tes partenaires ? Non, mais oui, mais en effet, le tout droit n'est pas forcément le plus rapide. C'est un peu une réflexion c'est un peu une remarque de voileux, ça. Les marins parlent comme toi, en fait. Souvent, ils vont pas à la ligne droite, ils font voilà. On sait que c'est important de travailler les cartes, donc 2 choses à savoir. Ça veut dire une boussole quand même, je pense qu'on leur apprend, et ça veut dire d'une carte pour tracer ce qu'on appelle un azimut, si je me souviens bien des termes qui étaient. Alors, l'azimut, c'est une des techniques, mais il y en a plein d'autres. Voilà. Voilà. Mais l'azimut, c'est déjà comment je vais d'un point A à un point B où je sais qu'il n'y a pas d'obstacle et je veux viser droit dessus. Donc ça, l'azimut, ça sera parfait pour ça. Mais si j'ai une grosse barre rocheuse devant moi ou un lac ou quelque chose comme ça, ou sans aller jusque-là, comme l'a dit Loïc, je sais pas, on peut avoir un marais où on sait qu'on va pouvoir le traverser. Mais on sait aussi qu'on va prendre beaucoup de temps, des ronces ou des choses comme ça. Et donc là, il y a d'autres techniques, effectivement, qu'on va aller employer pour passer à droite, à gauche, donc naviguer. Pour découvrir tout ça, faut venir vers vous. Alors, comment vous expliquez un peu l'engouement pour ce sport qui se développe ? Est-ce que, effectivement, c'est dans la nature ? Est-ce que c'est un appel d'air qui est fait par un peu plus d'écologie ? Comment vous voyez ça ? Alors, c'est vrai qu'il y a un engouement qui arrive là. Je pense que c'est aussi grâce à l'école, parce que maintenant, dans les épreuves scolaires, il y a des épreuves nature, dont la course d'orientation en fait partie. Donc je pense que c'est pas mal. Pas mal de gens viennent en nature pour se dépayser, on va dire. Après, est-ce que la course d'orientation a un poids important au niveau des sports nature ? Je suis pas sûr. Je pense qu'il y a encore du progrès à faire. Alors, on va passer de cette réponse-là à une préparation mentale. Même dans la course d'orientation, on va nous parler de préparation mentale. Je dirais encore plus. Alors, dans la prépa mentale, il y a plusieurs volets, mais il y en a un qui est fondamental en course d'orientation, c'est le cognitif. Alors, j'entends par là, la carte, il faut arriver à comprendre ce qu'on lit. Après, on va la monter en mémoire, donc on va mémoriser ce qu'on est en train de lire. De là, après, ajouter à ça, on va dire l'effort physique, qu'est-ce que j'arrive à restituer ? Et donc, mis bout à bout, dans quelle mesure je vais arriver à être efficace dans ma lecture de cartes ? Bon, il y en a qui vont courir, s'arrêter, lire, tourner leurs cartes, pas comprendre. Donc, toute la difficulté, ça va être de travailler cette visualisation de ce que je suis en train de lire. Donc, je vais faire un lien entre un truc 2D et puis une image 3D. Et puis, je vais avancer dans cette image 3D. Puis après, je vais essayer d'aller le plus vite possible. Et donc, tout le cognitif et donc la concentration, l'attention, sur quoi je vais porter mon regard pour aller le plus vite possible, c'est tout le défi qu'on a, plus on monte en niveau. Loïc pourra en parler, ça se joue à des détails à très très haut niveau et le cognitif est fondamental. Et je vais ajouter une difficulté là-dessus, c'est qu'on n'est pas égaux par rapport à la lucidité de réflexion avec l'effort physique. Certains peuvent être très très proches de l'effort max et d'être capables encore de réaliser des raisonnements complexes, là où d'autres, à peine ils se mettent en marche et déjà ils s'écroulent. Et donc, voilà, il y a aussi tout ça, et ça peut se travailler avec la pratique. Et la course d'orientation le permet énormément. Justement, par rapport au vieillissement, je trouve ça une super discipline. Un petit mot là-dessus, Loïc ? Non, mais complètement d'accord. Enfin, c'est quelque chose qui, en fait, au niveau international, le niveau physique se rapproche de tous les coureurs en niveau très proche. Donc, c'est là aussi que se fait la différence et donc qu'il faut travailler à part entière. Donc la préparation mentale qui est un gros point et surtout en course d'orientation où il y a une grosse partie physique mais une bonne moitié aussi qui est mentale et où il faut avoir un cerveau qui marche bien. Bon, alors dans le cadre de la course d'orientation, si vous voulez avoir votre cerveau qui marche bien, comme le dit Loïc, alors quels sont les objectifs actuels pour développer un peu la pratique en Occitanie, puisque j'ai ici 2 clubs représentés. Qu'est-ce que vous avez comme objectif pour développer un petit peu ça ? Quels sont les projets ? Alors en Occitanie, il y a pas mal de clubs. Il y a un club à Narbonne, il y a deux clubs à Toulouse. C'est ça ? Un, ouais. Un à Perpignan, 2 à Montpellier. Donc on est un peu partout et chaque club essaye d'organiser au cours de l'année des compétitions qui permettent de montrer à tout le monde ce que c'est que la course d'orientation. Alors nous, au niveau du cours à Narbonne, on essaye de réaliser 2 compétitions à l'année. Et effectivement, avec le TOAC cette année, nous allons organiser une course importante. C'est une course nationale qui va se dérouler le 29 et 30 mars prochain au niveau de la commune de Lorminervois, qui se trouve dans l'Aude, mais très loin de la Haute-Garonne. Donc là, c'est un gros événement national ? Ouais, c'est un gros événement parce que c'est la nationale sud-ouest, donc les meilleurs devraient s'y confronter pour pouvoir être qualifiés, je crois,
pour le championnat de France par la suite. Donc on attend à peu près 700 coureurs. D'accord. Avec différentes catégories. C'est une belle compète. Je pense que c'est intéressant. Pour ceux qui veulent voir un peu une course d'orientation, ça peut être sympa d'aller voir. Tout le monde peut participer d'ailleurs. Renseignements pour voir cet événement, comment on fait ? Vous allez sur Internet, il y a un site, c'est NATSO 25, National Sud-Ouest 25, course d'orientation. D'accord, donc pour ceux qui sont intéressés pour venir vous voir, vous les accueillez sur place, ils peuvent venir voir, même peut-être pratiquer aussi. Alors non voilà, pas seul, c'est ce que j'allais dire, c'est ouvert à tous, il y a des circuits de loisirs. Alors je vais être traceur d'une des 2 épreuves là. On prévoit, même pour tous les niveaux, en tant que débutant, tous les âges des circuits loisirs. Donc venez essayer. En plus, il y aura des gens pour vous guider, vous expliquer comment les règles du jeu, comment ça se passe. Donc surtout, n'hésitez pas. Et c'est parce que c'est un gros événement qu'on peut justement prendre le pouls de ce que c'est que la course d'orientation. Alors donc, ça veut dire qu'il y aura des champions probablement dans votre compétition. J'en arrive à la question, Loïc. Athlète de haut niveau, qu'est-ce que ça veut dire exactement en équipe de France ? Quels sont un peu tes résultats cette année, ton parcours et quelles sont tes ambitions pour les mois à venir ou l'année à venir ? Et ben alors cette année, c'était plutôt une bonne année pour moi, une bonne saison. Donc au niveau national, donc j'ai été champion de France de moyenne distance, donc en forêt, c'était en Provence. Et deuxième sur les France de sprint urbain aux alentours de Metz et France de nuit. Alors là, quand tu dis urbain, justement, ça m'interpelle. Ça veut dire que là, c'est une course qui s'est jouée à l'intérieur d'une ville ou d'une commune. C'est ça. Donc c'était à Famec. Donc la cartographie est un petit peu différente. Le format est bien plus court, bien plus, on va dire, intense. Donc c'est sur 15 minutes généralement, alors qu'une moyenne distance ce sera 35 et puis après on a la longue distance qui est plutôt 1h30. Et donc au niveau de ce que tu as fait d'autre après sur ces compétitions cette année ? Et donc deuxième au championnat de France de nuit. Donc ça se court aussi de nuit avec une lampe frontale qui éclaire la forêt. Donc là j'ai fait deuxième au championnat de France. Donc c'était aussi vers Metz. Donc ça c'était pour au niveau national. Et après donc au niveau international, donc bonne saison aussi. Donc la saison elle a été scindée un peu en deux parties. Une première partie urbaine, plutôt focalisée sur du coup le sprint, avec il y a 3 formats en sprint. Donc il y a le sprint individuel normal, le sprint relais où on est avec deux féminines et 2 masculins qui se relaient, et avec du coup un départ en masse de toutes les nations. Et ensuite le chaos sprint, donc c'est un format un peu plus télévisuel, on va dire, où il y a 6 concurrents qui partent en même temps, et avec sous forme de quart de finale, demi-finale et finale. Donc, il y a eu une première série de Coupe du Monde de sprint qui était en Suisse et en Italie, où j'ai pu faire une belle 10e place donc au chaos sprint en Suisse à Olten. Donc ça c'était fin mai, début juin. Et ça a été enchaîné avec des courses Coupe du Monde en Italie, près de Gênes, où j'ai pu faire avec l'équipe de France, on a fait 7e en relais. Et j'ai failli faire un top 6 en sprint, mais j'ai manqué une balise. Donc on parlait de prépa mentale, là j'étais déjà plus loin dans la course. Du coup je suis passé à côté de la balise sans la poinçonner. Donc ce qui fait qu'on se retrouve dernier quand on n'a pas tous les œufs dans le panier, on va dire. Mais c'était des premiers résultats assez encourageants pour ensuite les championnats du monde qui étaient à Édimbourg, donc toujours en format sprint. Et donc là c'est championnat du monde, donc j'ai pu faire 19e au sprint individuel, 10e en chaos sprint, et une belle 5e place en relais mixte. C'est une bonne première partie de saison. Et ensuite, il y a la deuxième partie de saison plutôt forêt, que j'ai pu participer au championnat d'Europe en Hongrie, sur des terrains bien cassants, pas mal de dénivelé et des températures très chaudes, près de Budapest. Donc là, j'ai pu faire 5e au championnat d'Europe, du coup, moyenne distance. Et c'est parce que je me suis une entorse pendant la course. Donc j'ai pu finir, mais après la saison était plus ou moins finie. Mais bon, ça reste une très bonne saison personnelle. Ouais. Alors rapidement, pour 2025, quels sont les projets de 2025 ? Et donc 2025, donc le grand focus, c'est Championnat du monde en Finlande, qui sont en juillet. Donc là, c'est focus sur ça. Donc préparer un peu les terrains scandinaves avec de la course dans les marais. Et eux, c'est les plus forts, les Finlandais, c'est ça, non ? Et voilà, ouais, les Scandinaves, particulièrement, ouais, Finlande, Suède, Norvège, sont très forts. Donc là, ils sont chez eux, donc il va falloir qu'on
qu'on soit bon. Bon, on va espérer en tout cas te souhaiter de bons résultats. On va revenir avec nos amis, parce que je voudrais quand même leur poser une question sur quelles initiatives on voulait mettre en place pour attirer un plus grand public. Parce que ça se développe, la course d'orientation. Qu'est-ce qu'on peut dire justement aujourd'hui ? Je pense que pour ceux qui veulent essayer la course d'orientation, il faut que, de notre part, nous, organisateurs, on organise des compétitions plus accessibles. Comme ça, tout le monde peut essayer de tester la course d'orientation et progressivement monter en niveau et faire des compétitions un peu plus difficiles. Je pense que l'avenir de la CO passe par là. Oui, il faut qu'ils vous voient, mais effectivement, si vous êtes planqué dans la forêt, ils ont du mal à vous voir, donc il faut peut-être aller les chercher. On met des panneaux, mais des fois... Parce que c'est pas comme dans un stade, là, du coup, ils peuvent pas assister à la compétition de la même manière, donc effectivement, il faut leur donner les moyens de vous découvrir. Et après, moi, j'ajouterais, il y a un truc qui est en train de se développer en ce moment, c'est le format Rogaine. Alors, en gros, c'est une course dite au score. Par exemple, la balise numéro 41, elle vaut 4 points, la 80, elle a 8 points. Et il y a une quantité énorme de balises réparties sur tout un massif ou une forêt. Et puis, on a un temps limite. Et en fait, c'est cette notion de temps qui fait qu'on va gérer complètement notre effort ou notre découverte, notre activité. Et par exemple, si je prends 1 heure, en 1 heure, je vais grosso modo quitter le village et aller voir les petits chemins environnants, ce qui permet déjà d'avoir une première approche très familiale de ce que peut être la CO. Et on sait que ça va durer 1 heure. Et c'est toute la difficulté de la CO, c'est que des fois, je pars, mais combien de temps ça va me prendre ? Et il y a ce côté panique. Là, j'y arrive pas, je rentre. Je rentre au centre, on va dire. Et après, il y a des niveaux un peu au-dessus, 2 heures, 4 heures, 8 heures, où là, on a sur des stratégies, ce qui fait que tout le monde s'y retrouve. Et ça permet de mêler dans une même activité du très haut niveau et du débutant, et tout le monde rentre à l'heure. Et c'est ce qui démocratise un peu l'activité. Ouais, je rebondis là-dessus. Sébastien a tout à fait raison. Je pense que l'avenir de la CO passera par la Rogaine, ce qu'il vient de dire, parce que c'est un format où tout le monde peut se faire plaisir. Et une fois qu'on est rentré dans la CO avec cette Rogaine, cette course un peu à différents niveaux, après, si ça plaît, on peut continuer. C'est de la course au point, en fait. C'est de la course au point, c'est exactement ça. Et alors, comment voyez l'évolution de la course d'orientation avec les nouvelles technologies ? C'est une question qu'on peut se poser aujourd'hui. La plupart du temps, oui, on continue à se promener avec notre carte et notre boussole, mais il y a quelques petits changements. Effectivement, on peut faire des circuits. Là, nous, on a commencé un petit peu grâce au téléphone portable. Donc, on part avec son téléphone, il y a un petit bip qui se met en route, et à chaque balise, le téléphone va biper pour nous dire on est au bon endroit, etc. Et on continue le circuit avec le téléphone. Ou on peut faire des circuits avec des QR codes. Voilà, nous on en est au début, on teste quelques petites compétitions comme ça, on va voir ce que ça donne. Quel message on pourrait transmettre à ceux qui hésitent à se mettre dans ce sport-là, se larguer en forêt avec une boussole et une carte, c'est pas évident. Donc qu'est-ce qu'on peut donner comme message pour attirer les gens, pour leur dire voilà, venez participer ? C'est une chasse au trésor, vous pouvez venir avec vos enfants et vous pouvez passer un dimanche matin ou un dimanche après-midi dans la nature. Ça, c'est sympa. Alors, en plus du plaisir, moi je vais le redire, pour lutter contre la dégénérescence cognitive, il n'y a pas mieux. Donc, et franchement, il n'y a pas d'âge max. Venez, et même chez les plus jeunes, il suffit de savoir lire. Donc, tout le monde, c'est très, très familial, très ouvert. Un dernier petit mot, Loïc, en tant que sportif de haut niveau. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui veut pratiquer la compète ? Des fois, on peut avoir peur de l'inconnu, mais une fois qu'on a sa carte dans les mains et qu'on rentre dans la forêt, en fait, tout est écrit sur la carte et puis on ne se perd pas. Merci à tous les trois pour cet échange passionnant. On va vous souhaiter une bonne continuation pour l'ensemble de vos projets. Vous êtes bien sûr les bienvenus dans l'émission comme vous voulez. Je vous l'ai déjà dit par le passé. Revenez nous voir quand vous voulez, raconter, nous expliquer, nous donner envie d'aller courir dans la forêt. C'est un retour aux sources. Donc en tout cas, merci à tous les trois d'avoir accepté cette émission. Merci à toi. Merci beaucoup, Laurent. Merci. Place maintenant à la chronique spéciale consacrée au prestigieux tournoi des 6 nations de rugby en compagnie d'Henri Broncan et Bernard Pujol. Et si on parlait de sport, la chronique. Et voilà, on se retrouve dans cette nouvelle chronique spéciale tournoi 6 nations de rugby. Et chaque semaine, nous allons vous proposer une toute nouvelle série consacrée à ce prestigieux tournoi de rugby avec notre ami et joueur et entraîneur, ancien entraîneur Henri Broncan, avec Bernard Pujol. Au-delà des enjeux sportifs de ce tournoi incarne aussi l'histoire, la rivalité et surtout la fraternité entre les nations passionnées de rugby. Et si on parlait de sport, vous raconte semaine après semaine les moments forts et les anecdotes marquantes qui font de cette compétition un rendez-vous incontournable.
Bernard, alors la suite de cette histoire du tournoi Destination. Alors on va continuer la saga, on l'avait bien entamé la semaine dernière, et je vais de suite passer à Henri qui nous avait laissé sur le rugby jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Tu reprends le lien, Henri, sur... Écoute, il faut savoir quand même que nous avons le rugby, le tournoi Destination, les anglo-saxons ne veulent plus à partir de l'année 31, et puis on ne reprendra avec eux qu'en 47. C'est extraordinaire comme histoire parce que on ne joue plus contre eux, là, parce qu'ils nous accusent d'être des professionnels, ça devait l'être un petit peu, et enfin un petit peu, c'était vraiment des tout petits pots par rapport à nos jours. Et donc ils nous laissent reprendre qu'en 47, mais ce qu'il y a d'extraordinaire, j'ai vu que donc en gros en 32 et jusqu'en 38, la seule équipe pratiquement qu'on rencontre, c'est l'équipe de l'Allemagne, contre laquelle on jouera un match beaucoup plus important et beaucoup plus difficile entre 39 et 45. Mais c'est la seule équipe avec laquelle on s'affronte. Et d'ailleurs, les Allemands, je vois, nous battent en 1938. On les rencontre 2 fois, on les bat très peu de fois, ils nous battent l'autre fois. Justement, quand on parle des amitiés, de rugby, etc., eh bien, c'est avec notre pire ennemi de cette époque-là, Hitler, bien sûr, est déjà au pouvoir depuis 1933, que l'on joue au rugby, quand même, il faut le savoir. On est réintégré quand après-guerre sur le tournoi 47. La pénitence a quand même été longue. On va toujours dérouler. Le tournoi des destinations et l'avènement de l'Italie, tu nous en dis un mot, c'est quand, Henri ? Eh bien, l'Italie, c'est en 2000, mais contre eux, on joue à plusieurs reprises. Les joueurs italiens sont prisés en France. Moi, je me souviens très bien, ma jeunesse, c'était le 3e centre de Grenoble, Lanfranchi. C'est toujours pareil, j'en reviens à une époque où il n'y a pas la télévision. On écoute la radio, on rêve des images. Et Sergio Lanfranchi, c'est un joueur exceptionnel parce qu'il jouait numéro 8, il pouvait jouer pilier, il pouvait jouer d'ouverture, il pouvait jouer arrière. Il est champion de France avec Grenoble en 54. Et après, il y a un autre Italien qui nous fait rêver en 60, bien sûr, c'est Franco Zani qui joue avec le SUA Agen et qui est champion de France à 3 reprises. C'est vraiment 2 grands noms du rugby italien et ils sont pour beaucoup dans le fait que les Italiens, donc on les prend avec nous à partir de 2000 jusqu'à maintenant et bien sûr avec des années plus ou moins difficiles, plus ou moins un parcours plus ou moins chaotique, mais on les a encore en vue samedi, inquiéter quand même un petit peu les Écossais, quoi. Et avec eux, de nos jours, c'est quand même jamais facile de s'imposer. Oui, Henri, malgré la fougue et leur talent latin, l'Italie, et tu viens de le dire, a eu du mal à s'imposer, bien qu'elle s'accroche et qu'elle a dans ses rangs d'illustres joueurs qui jouent dans les championnats européens, les grands clubs, et à ce titre, ils s'accrochent. Elle progresse quand même, c'est le fait de pouvoir participer, le club de Trévise, etc., de pouvoir participer aux compétitions européennes, les fait un petit peu progresser. Ils étaient menacés un petit peu par la Géorgie, on parlait de la Géorgie il y a 3 ou 4 ans. Là, il me semble qu'à l'heure actuelle, ils sont supérieurs aux Gallois, quoi. Mais ils pointent le nez. Ils viennent de mettre 60 grains à nos amis suisses. C'est pas forcément une grande référence, mais c'est vrai, ils pointent le nez, les Géorgiens, par leur force, leur talent. Les Géorgiens, dans le top 14, on voit d'excellents joueurs géorgiens, des 3 quarts en particulier, parce qu'avant, les Géorgiens, ça voulait dire pilier et seconde ligne. Maintenant, on a des ailiers, des demi-mêlés, des ouvreurs qui évoluent en Pro D2 et en top 14 et qui sont brillants. Je crois qu'il y a un très beau travail qui est fait en Géorgie. Alors, je vois que tout ça, c'est fascinant comme histoire. On pourrait continuer à vous laisser parler longtemps. C'est fascinant de voir ce sport avec autant d'histoires, de rivalité, de tradition, avec autant de passion à l'heure de la médiatisation. La télévision réunit plus de 6 millions de téléspectateurs lors des rencontres contre l'Angleterre, par exemple, ou bien l'Irlande. Les stades sont toujours combles et le tournoi, c'est magique. Alors, justement, j'en reviens à quelques questions pour vous deux, mais Bernard, avant de revenir sur les détails du match qui a lieu vendredi, est-ce que tu peux nous donner quand même quelques idées, quelques chiffres sur cette compétition depuis qu'elle existe ? Et d'abord, peut-être un petit bilan individuel ? Oui, effectivement, tout sport mérite résultats et les résultats, pour s'en souvenir, et c'est toujours bon de les rappeler, donc je vais les dire en vrac, je vais essayer de les rendre buvables pour nos amis auditeurs. Donc sur le plan individuel, et sans ordre de priorité, le meilleur marqueur d'essai de l'histoire à ce jour est Brian O'Driscoll, l'Irlandais, avec 26 réalisations. Le meilleur réalisateur est l'Irlandais Jonathan Sexton avec un cumul de 566 points. L'Italien, le bellissimo Sergio Parisse,
est le joueur qui a vécu le plus d'apparitions avec 69 rencontres disputées. L'Anglais Sir Jonny Wilkinson est le meilleur réalisateur à ce jour sur un tournoi avec un total de 89 points marqués en 2001. À noter que le Toulousain Thomas Ramos a marqué 84 points en 2023. Les meilleurs marqueurs d'essais dans une édition sont l'Anglais Cyril Nelson Lowe et l'Écossais Ian Scott Smith, avec respectivement 8 réalisations. Relevons la belle 4e place de la Flèche béarnaise, je cite Philippe Bernat-Salle, avec 6 réalisations. L'Ariégeois Patrick Estève, dit TGV, et l'incomparable légendaire Philippe Sella font partie des 6 joueurs qui ont marqué un essai à chacun des matchs sur une seule et même édition. Toujours des chiffres, les records au pluriel individuels français. Le nombre de matchs est de 50 et il en a le record, c'est Philippe Sella. Match disputé, hein ? Match disputé, Laurent, effectivement. Nombre de points marqués, 217 points marqués par Dimitri Yachvili. Le nombre d'essais marqués, en cumul toujours, Serge Blanco, Philippe Sella et Philippe Bernat-Salle se partagent ce record avec 14 réalisations. Le titre de meilleur joueur du tournoi, puisque chaque année, il est nommé ce joueur-là. À chaque édition, donc, en 2024, ce fut l'Italien Tommaso Menoncello. Notre extraterrestre Antoine Dupont a été nommé 3 fois en 2020, 22 et 23 et partage ce record encore une fois avec l'Irlandais Brian O'Driscoll. On pourra continuer tous ces chiffres-là, mais je voudrais quand même qu'on garde un petit peu de temps pour parler avec Henri de ce qui s'est passé ce week-end. Henri, tu as entendu tous ces scores, tous ces résultats, et j'espère que nos équipes de France vont continuer. Moi, j'aimerais quand même qu'on revienne, et l'autre jour, tu avais donné un pronostic, et bravo, parce que tu avais raison, sur ce match avec l'équipe de France qui s'est joué le premier match du tournoi, France contre le Pays de Galles. Une analyse un peu sur ce qui s'est passé. Je pense que Gatland est un très très bon entraîneur, mais il ne peut pas faire mieux que ce qu'il a avec l'effectif dont il dispose. Après, quand même, il faut savoir qu'on a une équipe de France très brillante. Dès que ça s'ouvre un petit peu, elle est très efficace. Elle a été excellente en défense, parce que la défense n'a pratiquement jamais été franchie par les nombreuses tentatives galloises. Je crois qu'ils ont un petit peu trop insisté justement dans le jeu à la main. Ils ont essayé de nous provoquer là-dedans. Ils ne nous ont pas fait suffisamment reculer au pied, parce qu'ils ont été relativement corrects dans le domaine de la touche et de la mêlée. Ils ont des ballons, ils en ont eu, mais ils n'ont jamais pu nous franchir, tout simplement parce qu'ils n'ont pas actuellement dans leur effectif des joueurs comme ceux que l'on possède et qui sont capables justement de franchir les défenses. Ça a été c'est leur gros problème. Et Gatland, même si c'est certainement un des tout premiers entraîneurs au monde, eh bien, il ne peut faire que ce qu'il a avec l'effectif dont il dispose. Henri, au niveau des statistiques, tu as bien repris, je l'ai lu ici ce matin, on est à 50% de chaque équipe sur la possession de balles. Ils ont eu les ballons, et tu résumes bien, ils ont montré leur impuissance, et il manque effectivement de joueurs de premier plan. Moi j'aime bien les Gallois, j'aime bien toutes les équipes de rugby d'ailleurs, mais ça faisait mal au cœur, quoi, de voir ces joueurs qui voulaient, qui essayaient. Il avait rappelé les anciens, ils se sont fait faire mal, quoi, parce que bon, comme j'ai vu leur équipe de moins de 20 ans à subir une défaite très lourde, je me demande quand c'est que le Pays de Galles va être guéri, cette sinistrose qui est en train de s'emparer de son rugby. C'est terrible, quoi, quand on a connu le Pays de Galles, la réussite de ces joueurs-là, et les voir dans cet état-là, et je pense aux vieux Gallois qui sont en train de regarder ces matchs internationaux. Après, il faut savoir que l'équipe de France actuellement, elle a quelques vertus exceptionnelles. Dupont, c'est tout simplement phénoménal. On a Ramos qui est phénoménal pour moi aussi. Aldric qui revient, et puis il y a les autres, quoi. Il y a tous les jeunes, bien sûr. Dupont, c'est quand même énorme quand il quitte le match. Quand même si le Gareth est un très bon joueur en devenir, etc. Il y a la différence, quoi. Dupont actuellement, il fait ce qu'il veut
sur un terrain. Et Ramos, c'est le facteur X. Comme on dit habituellement maintenant, à notre époque, c'est le facteur X. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, ce garçon-là, meilleur il est, plus modeste il reste, c'est extraordinaire. Il a jamais la mauvaise parole, il a jamais le mauvais choix. Longtemps, j'étais contre le fait qu'il soit capitaine. J'aurais préféré que ça soit Algrit. Maintenant, je reconnais qu'il est très bien perçu par les arbitres. Il sait leur parler. Tu n'iras pas dire que le talent et l'humilité n'est que Gasconne quand même, Henri, non? Non, les Gascons, nous sommes fiers, c'est d'Artagnan, non. Je vais être obligé de siffler la fin du match. On est très fiers d'être fiers. Et lui, il a quand même été Gascon un petit peu, parce qu'il était élève au lycée de Beaulieu, qu'il a joué quand même au football club occitan, mais je reconnais que Castelnau-Magnoac, même si c'est juste de l'autre côté de la limite, c'est quand même un Hautes-Pyrénées, quoi. On le reconnaît très difficilement, voilà. Henri, je te lance une dernière petite question très rapide, tu me réponds vite. J'ai envie de te dire, comme tu l'as fait la semaine dernière, pronostic pour le fameux Angleterre-France. Ça va être beaucoup plus disputé, ça va être beaucoup plus dur, ça va être très très dur, mais j'ai confiance dans cette équipe de France, même si elle sera privée d'Intamab, de Romain qui revenait petit à petit à son meilleur niveau. Après, je sais question que ça soit Jalibert qui le remplace. Moi, de mon côté, j'aurais mis Ramos, mais Jalibert peut faire lui aussi un très bon match, quoi. Mais ça va être bien, Twickenham, ça va être bien. On se réjouit à l'avance, Henri. On se réjouit à l'avance. Ah oui, bien sûr. Merci à tous les deux et rendez-vous donc la semaine prochaine pour une nouvelle chronique spéciale tournoi destination de rugby avec un focus sur le match Angleterre-France qui se jouera à Twickenham. Merci à tous les deux et je vous dis à la semaine prochaine. C'est un grand plaisir, merci. Merci à tous les deux. C'est la fin du match et tout de suite dans l'agenda de la semaine avec les grands rendez-vous sportifs. Et si on parlait de sport? Fin du match. Et c'est la fin du match et de cette 86e émission avec les grands rendez-vous dans l'agenda des sportifs. Du lundi 3 au 6 février, il y aura du hockey en salle avec la Coupe du Monde hommes et femmes à Porek, en Croatie. Et du lundi 3 au 9 février, tennis, tournoi ATP 500 à Rotterdam. Le mardi 4 février, du basket avec la 25e journée d'Euroleague Hommes, l'Étoile Rouge Belgrade affrontera Lasvel et en National 1, Hommes, Tarbes-Lourdes affrontera Toulouse. Le mercredi 5 février, en basket, suite de l'Euroleague avec la 25e journée, Monaco reçoit Vitoria et Paris Saint-Germain reçoit l'Olympiakos. Le jeudi 6 février, du ski alpin avec les championnats du monde femmes et le Super G à Saalbach en Autriche, du ski et snowboard Big Air avec la Coupe du Monde finale hommes et femmes. Le vendredi 7 février, football Ligue 2, 22e journée, Rodez reçoit Bastia. En ski alpin, championnat du monde homme Super G à Saalbach en Autriche. Basket National 1, Pôle France reçoit Toulouse. Rugby Pro D2, 19e journée, Montauban, Agen, Béziers-Oyonnax et Colomiers, Grenoble. Du vendredi 7 au 13 février, du Snow Freeride World Tour 2025 à Kicking Horse Pro au Canada. Et le samedi 8 février, ski alpin, championnat du monde femmes, descente à Saalbach en Autriche. En volley, Marmaras, Spikelag, 20e journée, Chaumont reçoit Narbonne, l'AS Cannes reçoit Toulouse, Nice reçoit Montpellier. En Ligue A féminine, Saforel Power 6, 20e journée, Quimper reçoit Béziers. Et en hockey sur glace, 2e division, Toulouse-Blagnac reçoit Valence et Montpellier reçoit Anglette 2. Dimanche 9 février, du football avec la 21e journée de Ligue 1. Auxerre reçoit Toulouse, Montpellier se déplace à Strasbourg. Et en ski alpin, il y aura les championnats du monde hommes avec la descente à Saalbach en Autriche. Du lundi 10 au 16 février, tournoi de tennis ATP 250 à Marseille. Et enfin du 12 au 23 février, du biathlon avec les championnats du monde à Lezereide en Suisse. Et la semaine prochaine, le programme, c'est dans cette première mi-temps de notre émission, nous plongerons dans l'univers du rugby à 15 avec un focus tout particulier sur le tournoi des 6 nations 2025. Nous reviendrons en détail sur le match tant attendu entre l'Angleterre et la France qui viendra de se jouer à Twickenham. Une rencontre pleine de promesses et de tensions qui mérite toute notre attention. Restez avec nous pour un décryptage complet et des analyses passionnantes. En deuxième mi-temps, place au tennis avec un focus sur la Coupe Davis. Nous reviendrons sur la qualification de l'équipe de France et nous parlerons également du match du premier tour qui a vu s'opposer les équipes masculines de France et du Brésil. Cette rencontre qui s'est déroulée au Palais des Sports d'Orléans était un grand moment de sport. Ne manquez pas ce rendez-vous incontournable. C'est la fin du match et de cette 86e émission de Et si on parlait de sport. Merci à Margot Béziat, Sébastien Ménard, Loïc Capberne,
Jean-Marc Perra, Mathieu Sapin, Henri Broncan et Bernard Pujol pour participation dans l'émission Et si on parlait de sport. Merci à tous les internautes qui nous suivent de plus en plus nombreux. Continuez à nous écouter, à partager sur les réseaux et à vous abonner à notre chaîne YouTube Et si on parlait de sport. Un grand merci à nos partenaires, le comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne, Profession Sport Animation 31, Samper Connect et LG Consultant pour leur contribution précieuse à la réalisation de ces émissions. Merci à Sébastien Couratin, notre partenaire informatique, Samper Connect pour l'ensemble du suivi réseau informatique, plateforme podcast, site internet et ses conseils avisés. Merci Claire Sévrac pour ta participation exceptionnelle comme chroniqueuse et merci Pauline Gaston-Conduite, journaliste et co-animatrice de l'émission pour ton aide précieuse à la préparation et à la réalisation de cette émission. Merci à toi Laurent, merci de votre fidélité et rendez-vous pour une nouvelle aventure de Et si on parlait de sport la semaine prochaine.